Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Nolwenn Leblevenec. Elle tire le portrait de l'ennoblisseur de papier, François-Xavier Richard. Vous écoutez la 3e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Dans le train, en direction de Tours, je dévore ma lèvre d'anxiété. Si je fais ça, c'est parce que je ne comprends pas les articles sur le papier peint à la planche. J'aimerais que François-Xavier Richard, qui en a fait son métier, et que je rencontre dans moins d'1 heure, ne me prenne pas pour une idiote. J'aimerais même l'inverse, qu'il se dise « Mais dis donc, c'est dingue, elle a tout compris ». Le problème, c'est que j'ai beau lire des dizaines d'articles sur l'atelier de François-Xavier, le processus de fabrication du papier peint à la planche me résiste, les efforts de concentration ne servent à rien, je ne visualise pas, mon cerveau reste vide, comme devant l'opération 87x13. En arrivant à l'atelier d'Ophar, à Tours donc, je rencontre l'artiste François-Xavier, qu'on appelle ici François. C'est un homme de taille moyenne, dense, avec des cheveux de lion, des cheveux blonds et mi-longs de lion, sur lesquels je ne peux malheureusement pas m'attarder, puisque, comme je viens de vous le dire, mon urgence est de comprendre cette affaire de papier peint à la planche. Pas imprimé ou sérigraphié, le papier, mais peint à la planche. Je vois d'abord une très longue table qui serait bien utile si je me mariais à Tours, mais ce n'est pas prévu. Grâce à mes lectures du train, je sais qu'elle sert de support pour appliquer la couleur de fond du papier peint. Pour cela, on étale dessus une bande de papier vierge, on prépare le pot de peinture, par exemple du jaune, puis l'artisan se lance dans un rituel bizarre qu'on appelle le dripping. Il court le long de la table en projetant des gouttes sur le papier, sorte de Jackson Pollock en fuite, puis il badigeonne l'ensemble très rapidement avec 2 brosses pour obtenir un jaune uniforme. Bien. Mais les motifs. Comment surgissent-ils, les motifs ? Je m'arrête devant la presse. La presse est une machine actionnée à la main qui permet d'écraser à intervalles réguliers des planches sur la bande de papier, jaune donc. Ces planches en bois sont doublées d'une matière résineuse gravée. Pour faire apparaître des cerises, par exemple, il faudra abattre une planche gravée de tige qui aura été trempée dans le verre, puis, lors de ce qu'on appelle une repasse, une planche gravée de petites sphères imbibées de rouge. Pour l'avoir lu, je sais que le secret de l'atelier d'Ophar tient à la fabrication automatisée de ces planches. Je m'approche en crabe de la cabane en bois qui abrite le robot magique. Personne ne m'en empêche, c'est décevant. En France, il y a très peu d'intensité autour des secrets industriels. À l'intérieur de cette cabane, une grosse aiguille reproduit sur les planches les dessins préalablement réalisés par François-Xavier à l'ordinateur. Voilà pour les motifs. Bon, j'ai tout compris. Quand on s'installe, l'artiste et moi, dans son bureau, une pièce haute de plafond avec une table en bois au centre, je suis détendue, je peux même regarder ses cheveux, je m'offre le luxe d'être un peu moqueuse, je le lance sur le dripping. Pourquoi quand tu fais de la couleur, là, le fond de couleur sur les laits, tu fais un dripping, tu cours d'abord ? Ça se faisait comme ça au 18e. Ça, c'est les choses vraiment qu'on a voulu garder. Et il y a des fois, il y a des choses tellement simples qui marchent tellement bien. On prépare son terrain, on prépare sa couche, on vient se... Voilà. Je dis oui, je sais, et on dit d'ailleurs qu'on couche les fonds. Il acquiesce. Ma crédibilité est immense, l'ambiance incroyable. Je peux maintenant m'atteler à comprendre quelque chose d'autrement plus compliqué que le papier peint. François-Xavier Richard lui-même. 2 heures d'entretien m'ont permis de me faire une conviction forte sur lui. François-Xavier est un artiste de la campagne, comme il y a des rats des villes et des rats des champs. On retrouve chez lui des caractéristiques typiques de l'artiste de la campagne, c'est-à-dire un mélange de rugosité et de souplesse, de tradition et d'ouverture, un goût pour le minuscule et une folie des grandeurs. Comment devient-on un artiste de la campagne ?
Premièrement, et très logiquement, il faut avoir vécu à la campagne, ce qui est le cas de François Xavier, qui a grandi dans les environs d'un petit village qui s'appelait Bois-Grenier, pas loin de Lille. Vers 10 ou 11 ans, il déménage dans le Gers, une autre campagne, où la nature est plus rouge et où les chiens se moquent des voitures. Deuxièmement, il faut avoir des prédispositions. À la maison, François Xavier grandit avec un père ingénieur qui lui transmet l'intelligence de la main. L'intelligence de la main, arrêtons-nous sur cette expression, à l'atelier, François Xavier l'utilise si souvent qu'on se moque de lui. Cela ne l'arrêtera pas parce que cette expression dit quelque chose qui est pour lui essentiel. C'est cette intelligence de la main qui leur a permis à son père et lui de confectionner les machines dont on vient de parler. À côté de ce père manuel, on trouve une mère cérébrale, une prof de philo passionnée par la critique d'art. Tout ceci prédispose. Troisièmement, pour devenir un artiste de la campagne, il faut qu'une porte s'ouvre sur la possibilité même de l'art. Dans l'histoire de François Xavier, cette porte s'incarne en la personne de Miri Fenwick, une vieille peintre de 75 ou 80 ans, qui porte le nom d'un personnage d'Agatha Christie et qui a un jour surgi du néant. Miri Fenwick a atterri dans le Gers parce qu'elle cherchait à retaper un petit-fils en errance scolaire. Le garçon est envoyé dans la classe de François Xavier. À quoi ça tient une vie? Moi, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Miri, elle peignait un peu dans le postmodernisme. C'était un peu tous azimuts. Elle était capable de peindre aussi bien un paysage ou un intérieur que des peintures tout à fait abstraites. Elle avait une bonne patte, elle avait surtout, et puis elle avait un tempérament d'artiste. C'était quelqu'un aussi qui avait une histoire incroyable. Une princesse de Rosinski, sa famille avait dû fuir la Russie, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Donc c'est tout ça qui nourrit un peu et la légende et l'attrait pour ce genre de personnes. Derrière Miri Fenwick, l'Empire russe. Et l'on entend ici l'ultime attribut d'un artiste de la campagne, le désir de grandeur. François Xavier en est atteint, lui qui à l'adolescence a déjà écrit un film qu'il juge excellent. L'ado du Gers décroche d'ailleurs un rendez-vous d'1 heure dans l'appartement parisien de Claude Sautet. Il lui pitch le scénario, un griot africain débarqué aux States. Il dévoile son casting rêvé, Manu Dibango dans le rôle du griot. Évidemment, le film, qui restera dans ses cartons, se demande comment concilier tradition et modernité. J'avais imaginé un personnage comme Manu Dibango pour incarner ce griot qui était un peu arraché à ses racines. Et voilà. Et après, c'était le choc. C'était ce choc culturel à la fois de quelqu'un qui est. C'est un double choc, c'est-à-dire que c'était aussi le choc pour ces cultures occidentales de redécouvrir leur culture d'origine. Et il y a, je pense aussi, cette dimension très importante pour moi des cultures primitives ou primaires, mais primaires une fois encore, premières en fait, comme une naissance, qui sont très importantes. Enfin, moi, j'oublie jamais, j'essaie de ne jamais oublier totalement le passé. Alors, c'est pas une complaisance dans le passé, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire que tout est dans le passé, mais c'est de dire que le futur ne peut qu'être enrichi du passé. Il ne peut, en s'appuyant sur le passé, il ne peut que prendre plus de force. Le futur, parlons-en. Comment ça grandit un artiste de la campagne? Réponse, ça se bagarre. Ça se bagarre aux Beaux-Arts d'Angers, où on le regarde comme un petit cateau avec de la boue sur ses pieds. Ça lutte contre ses propres fantasmes, puisqu'à l'école, les professeurs n'ont pas du tout des gueules d'artistes. Ça se bagarre aussi dans sa famille, devenue trop statique. Et quand ça ne se bagarre pas, ça construit. Car n'ayons pas peur des clichés, l'artiste de la campagne est un homme monogame. François Xavier vit avec sa femme depuis 32 ans. Il l'a rencontrée alors qu'il était en première année aux Beaux-Arts et qu'elle étudiait dans le bâtiment d'en face, au conservatoire. Dans le cadre d'un projet opéra, les deux institutions ont collaboré. François Xavier a monté les décors d'une pièce de Purcell dans laquelle elle chantait. 2 enfants sont nés, qui ont grandi et s'activent désormais dans l'atelier paternel. La sortie des Beaux-Arts pour François Xavier, qui est devenu un père de famille, est un moment déterminant. Comme l'artiste de la campagne ne possède ni parents célèbres, ni de loft quelconque, il doit, selon ses termes, croûter. Le jeune homme a la chance de sortir de l'école au moment où se monte dans un collège d'Angers une filière d'excellence sur les métiers de l'art. Le papier peint à la planche est au programme.
On lui propose de le prendre en charge. Hésitation, il n'y connaît rien. Pour lui, le papier peint est un truc de ringard, louche, avec des effets de matière moche, des produits cheap, c'est du toc, un truc sans intérêt. Allez, même, il le dit, pour lui, c'est l'antéchrist. Mais d'un autre côté, il aime l'idée de participer à la revalorisation des métiers manuels. Il pense à son père, coincé dans les chiffres toute sa vie, alors qu'il aurait voulu utiliser ses mains. Et puis on le rappelle, il faut croûter. En animant cet atelier, François-Xavier découvre un univers plus riche qu'il ne l'imaginait. Il découvre surtout le papier. Donc il y a un aspect physique, il y a un aspect aussi... quand on travaille, que ce soit vous à écrire, nous à dessiner, ou voilà, même un musicien, ou même... Et même à l'ère du digital, on garde un rapport au papier. C'est presque le premier rapport physique à la pensée, c'est le papier presque. Pour moi, c'était ça. C'est que on met sur le papier les premières choses. C'est presque la matrice. Tandis que, soyons honnêtes, les collégiens ne sont la matrice de rien. Bientôt, François-Xavier les délaisse pour des petits chantiers. Il reconstitue par exemple le papier peint de la maison de Georges Sand. Il fait ça à l'arrache, mais tout le monde est content. Et poussé par ses premiers succès, il monte l'atelier Dauphard, du nom de l'île de Saumur où il l'installe. Le nom est symbolique, la Loire est un fleuve dangereux, l'île Dauphard permet de passer d'une rive à l'autre. C'est très beau, mais cela ne suffit pas. Des difficultés managériales, le 11 septembre qui effondre le marché américain, tout cela précipite une fuite vers Tours, où l'activité de papier peint reprend à zéro, puis décolle, rejointe quelques années plus tard par l'exploitation d'une autre technique du passé. Faire part de l'an 2011. François-Xavier Richard a la joie de vous annoncer la naissance du carton-pierre, une nouvelle matière. Dans une optique écolo, l'artiste cherchait à recycler les chutes de papier, mais il ne voulait pas tomber dans le trop basique papier mâché. Il tombe finalement sur un matériau aux propriétés incroyables, le carton-pierre, et comme son nom l'indique, dur comme de la pierre, mais il s'assouplit comme du cuir lorsqu'on le plonge dans l'eau et redevient dur en séchant. Transformer du papier en pierre, c'est quand même assez cool comme idée. Ça, c'est François-Xavier qui le dit. Il parle comme moi, comme un vieux jeune. Avec le carton-pierre, François-Xavier et ses artisans fabriquent des fresques murales, de l'habillage de mobilier, des objets. La chaise qui est à côté de moi, dans le bureau, est en carton-pierre. Et j'en profite pour le dire, il y a face à moi un dessin de Claude Ponty, des poussins naturellement, parce qu'une collaboration avec lui est en cours. À ma gauche, par terre, se trouve aussi un carton rempli de jolis petits carnets fabriqués par la maison d'édition, adossée à l'atelier, un projet monté par la fille de François-Xavier, comme quoi, ici, en 20 ans, on a appris à faire du commerce. Mais un artiste de la campagne reste avant tout un artiste. C'est une évidence lorsqu'on écoute François-Xavier parler de son séjour à la villa Kujoyama, une résidence au Japon où il a travaillé sur l'orgue de papier. Un instrument entre le piano et la cocotte en papier géante, un instrument entièrement fabriqué en papier et qui en exploite toutes les possibilités sonores. Et donc avec ce projet de l'orgue de papier, c'est-à-dire que je partais là-bas pour en fait travailler sur le son du papier. Le fait de faire un orgue de papier, c'est pas un orgue avec des tuyaux, hein, c'est un peu comme un gamelan d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un espace sonore dans lequel il y a plein de mécanismes qui mettent en œuvre des papiers. Il y en a là par exemple, ça c'est des fouets de papier, il y a des perforeuses à papier, il y a plein de systèmes qui permettent de retrouver des sons de papier ou de travailler sur des sons de papier. Et tous ces sons de papier qui accompagnent notre quotidien, même les pages d'un livre qu'on tourne, un papier qu'on froisse, etc. Au Japon, François-Xavier Richard a découvert le washi, un papier japonais ultra fin, translucide, mais solide et idéal pour faire du tambour avec les doigts. Il l'a intégré à l'orgue de papier, cela donne un son comme... Ça donne la chair de poule, et cela vous remplit de douceur, jusqu'à ce que les bruits de la SNCF, du train de retour, vous rappellent à vous-même et à votre pauvre statut, celui d'écrivaine des villes. C'était le portrait de l'ennoblisseur de papier François-Xavier Richard, un texte écrit et lu par Nolwenn Le Blévenec.
Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.